Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans notre insider dédié à la communauté d'intérêt, gestion de crise cyber et entraînement. Cet insider, c'est également l'occasion plénière de notre communauté d'intérêt. On est en présence des coordinateurs et coordinatrices de Stream qui vont pouvoir nous présenter l'avancée de leurs travaux. Je vais commencer par la petite traditionnelle slide d'introduction Campus Cyber et actualité du Campus Cyber, puis je passerai la parole au groupe de travail pour la présentation des travaux. Il y aura donc une présentation en plusieurs temps. D'abord le stream méthode et doctrine, puis le stream entraînement, et enfin on passera par un petit moment d'échange sur l'exercice en part 25. Alors, les actualités du Campus Cyber. On vous informe que tous les mois, on publie ce qu'on appelle le Studio Récap, blog, sur notre wiki, afin que vous soyez informés de tout ce qui se passe au campus, dans les communautés d'intérêt, donc les sorties livrables, les événements. C'est assez important que vous puissiez vous renseigner, comme ça vous êtes au courant de tout ce qui se déroule, et puis vous pouvez nous rejoindre aussi un peu plus facilement. Le 12 juin prochain, donc c'est jeudi prochain, nous accueillons le pitch final. C'est la soirée du Cyberbooster. Le Cyberbooster, c'est l'incubateur de start-up qui a plusieurs programmes d'accompagnement pour les start-up au campus cyber. Pitch donc des 9 start-up qui ont suivi le programme Cyberbooster cette année. C'est une soirée sur inscription. Si vous souhaitez plus d'informations, je vous invite à me recontacter, ou toute personne du Cyberbooster que vous pourriez connaître. Le 13 juin, donc le lendemain, vendredi prochain, c'est Connect numéro 3. Connect, c'est l'événement dédié au studio des communs. On présentera les livrables de l'année, les travaux des différentes communautés d'intérêt. Donc, je suis vraiment navrée pour l'énorme faute d'orthographe que je vois sur la slide, mais voilà, toutes mes excuses pour ça. C'est pareil, c'est sur inscription. Je pourrais vous envoyer le lien en fin de réunion. Je vous invite à me recontacter, angèle@campuscyber.fr. Ça va être une matinée assez intéressante, d'autant qu'on reçoit Martin Huilin, qui est une des personnes qui a commandité le rapport Eurostack, qui œuvre pour la mise en place d'une stack technique européenne. Donc, on va parler souveraineté. Le prochain Cyber Breakfast, c'est le 27 juin. Ce sont les petits déjeuners cyber organisés entre la Bretagne et Paris. Des événements toujours assez conviviaux et techniques, tout ce qu'on aime. Et enfin, mes collègues côté innovation ont mis en place un cycle contre la manipulation de l'information, donc le cycle LMI, dont la restitution sera le 25 juin prochain. Je pourrais vous mettre en contact avec les personnes qui ont organisé ça si cela vous intéresse. Voilà pour les actus Campus Cyber. Je vais donc passer la parole à Sarah Attaquingo-Etiro, qui coordonne la communauté d'intérêt. Merci beaucoup, Angèle. Je suis Sarah Attaquingo-Etiro, je travaille au sein de l'ENSI dans le bureau management des crises cyber. Je m'occupe de ce bureau-là. Et du coup, je voulais revenir avec vous. Alors déjà, merci à tous d'être là aujourd'hui, que ce soit en présentiel ou à distance. Je voulais simplement revenir assez rapidement sur le contexte et le pourquoi de cette volonté de créer un groupe de travail gestion de crise au sein du campus cyber avec toutes les parties prenantes et l'ensemble de l'écosystème. L'idée de début, c'était de faire en sorte d'avoir un moyen, un vecteur pour appuyer sur les ressources existantes et accroître la résilience des organisations face à une attaque d'origine cyber. Donc, en termes de ressources, on partait de plusieurs guides qui avaient été publiés au nombre de 3, la collection gestion de crise, on peut retrouver sur le site de l'agence notamment. On avait un premier outillage sur l'auto-évaluation de maturité de gestion de crise d'origine cyber. Et on continue d'avoir des initiatives pour mettre en place des kits de gestion de crise pour faire en sorte que chacun puisse s'en saisir et que ce soit facile à exploiter du début. Fort de tout ça, le constat, c'était de réussir à appuyer sur les différents éléments doctrinaux, de réussir à décliner les ressources qui ont pu être portées à la connaissance de tous. Et donc est venue
en 2022 la création du projet de groupe de travail gestion de crise cyber et entraînement, avec donc des acteurs de premier plan, des acteurs associatifs, des entreprises privées, des administrations publiques, et donc tout un écosystème pour faire en sorte qu'on puisse à un moment donné ouvrir la boîte, travailler sur des fiches réflexes, sur des méthodes, sur des scénarios concrets pour approfondir ce sujet qu'est la gestion de crise d'origine cyber et la continuité d'activité d'origine cyber. Ça a donné lieu globalement à 3 axes principaux, la partie doctrine, la partie outillage et la partie entraînement. Alors, je laisserai Christophe revenir sur la partie méthode et doctrine, Bruno revenir sur la partie entraînement, et je vous remercie beaucoup pour cela. Je m'attarderai un tout petit peu sur la partie outillage qui n'a pas complètement été lancée à ce stade, puisque on entamera les travaux et on les reprendra pour ceux qui ont été mis en stand-by à un moment donné sur l'année qui vient. Et donc, ce projet de GT, il a la capacité à la fois instruire des nouveaux comment dirais-je, contenus par rapport au contenu de départ, donc réussir à être peut-être pragmatique par rapport à la doctrine qui est peut-être un peu plus haut niveau. Et ça prend la forme donc, de plusieurs types de créations qui sont toutes mises à disposition et diffusées à la fois sur le site de l'ANSSI, sur le wiki du studio des communs du Cybercampus, relayées sur les réseaux sociaux. Et chacun des participants au groupe de travail peut en faire également, évidemment, la promotion au sein de son organisation et de façon plus large, et c'est d'ailleurs encouragé. En termes de composition, on a la chance aujourd'hui d'avoir une pluralité d'acteurs, d'avoir à la fois des collectivités, des organisations privées, des industriels, et globalement, on a, depuis 2022, alors même si c'est la vie des groupes de travail, on a des allées-venues, des personnes qui vont, à un moment donné, pouvoir s'investir plus qu'à d'autres instants, on a quand même cette chance de pouvoir avoir de nombreux secteurs qui sont représentés et d'avoir les associations professionnelles et le campus cyber et la Banque de France qui sont extrêmement présents et investis dans l'organisation du groupe de travail au quotidien avec l'ANSSI. Peut-être pour revenir sur l'organisation des travaux, et notamment pour que ce soit clair pour les personnes qui éventuellement rejoignent le train en marche, et bravo pour cela. On a une organisation par axe. Donc les 3 axes que j'ai pu rappeler tout à l'heure, ce sont les 3 grands axes qui sont instruits. Et donc, ça donne lieu à des coordinateurs qui ont à charge d'animer cette communauté et ces différents streams, ce qu'on va appeler des streams, donc la partie méthodologie doctrine, la partie entraînement et demain la partie outillage. Et donc, on a un format dans lequel les gens se retrouvent, que ce soit en présentiel ou en distanciel, à une fréquence qui est donnée à l'avance et qui est fixée avec les différentes parties prenantes pour faire en sorte d'instruire des sujets et d'amener la production d'un livrable qui sera du coup diffusé largement. On a un système de comité de coordination, de comité de pilotage, si on l'appelle comme ça, qui se réunit tous les mois et qui regroupe du coup les différents responsables de stream, le campus cyber, l'ANSSI, et puis de façon globale les différents représentants des associations professionnelles avec lesquelles on travaille et des administrations et des entreprises aussi. Donc, une fois qu'on s'est dit tout ça, peut-être juste faire le focus sur la partie outillage, parce qu'on n'aura pas l'occasion d'y revenir en détail dans la suite de la présentation. Donc, la partie outillage, il y avait l'envie au départ d'avoir un état des lieux des outils de gestion de crise et de créer un référentiel qui soit utilisable
et efficace par rapport à la pléthore d'options et de solutions qui existent sur le marché aujourd'hui. Ce travail-là avait été mis en stand-by il y a maintenant un peu plus d'un an. Et donc, on s'attend à pouvoir reprendre les travaux et réouvrir ce stream avec cette production-là, notamment sur l'année qui vient, sur l'année 2026. Je ne m'attarde pas plus, c'est simplement pour que vous ayez quand même une idée de quelle était la philosophie de ce stream-là, qui sera réouvert en courant d'année prochaine et sur lequel on s'attachera à retravailler une fois qu'on aura avancé, stabilisé tous les sujets qui sont déjà en cours et sur lesquels tout le monde travaille. Je m'arrête là et je redonne la parole à Christophe. Et peut-être juste avant, avoir à l'esprit que ce groupe de travail, il est extrêmement utile et important pour l'ensemble de l'écosystème et que l'investissement que vous pouvez y mettre, je sais que voilà, ça peut tout vite devenir chronophage et du coup, on s'attache à vraiment vous remercier par rapport à ça parce que c'est extrêmement précieux en réalité de pouvoir comme ça avoir la doctrine qui soit déclinée, que les gens puissent se saisir de fiches pragmatiques, de choses qui puissent être vraiment utilisables facilement et qu'on puisse collectivement faire avancer la gestion de crise et la continuité d'activité sur le plan cyber. C'est tout à fait précieux et utile et même de plus en plus, je serais tentée. Nous, au sein du campus cyber, le fait d'avoir accès à ces livrables-là, ça nous permet de porter le message que vous portez à l'ANSSI, de dire entraînez-vous, le rétexte c'est important, enfin de tous les messages que vous portez à travers les livrables, on sait les redistribuer et en partageant, c'est grâce à tous ces livrables-là que vous produisez en fait, que quand je dis vous, c'est le groupe de travail et les membres. C'est vraiment hyper utile, on le voit presque au quotidien. Au moins toutes les semaines, on fait de la sensibilisation grâce à ces travaux-là et on en voit les retours. À des rétextes de personnes qui nous disent vos livrables nous ont aidés à mieux nous entraîner. Donc voilà, raison de plus, merci Angèle et merci à tous. Et donc on va poursuivre sur cette dynamique pour faire en sorte qu'on ait encore tout plein de sujets à instruire sur cette belle thématique. Stop. L'objectif effectivement de ce stream méthode et doctrine, c'était d'apporter un certain nombre de fiches pratiques pour tout type d'établissement. Alors, l'objectif de ces fiches, de ces différents dossiers, de ces fiches pratiques, était d'apporter pour tout type d'organisation, même si on se doute que les grandes banques, les grandes assurances, les grands groupes sont déjà assez matures, mais d'autres entités plus petites voilà, peuvent manquer de repères, de références ou de moyens. Et donc, l'objectif de ces fiches s'adresse à un large public, qu'on soit une petite entreprise ou un grand groupe, malgré tout. Ben voilà, c'est de réussir à faire des choses assez courtes, assez simples. Vous verrez, donc on a déjà des travaux publiés, 3 fiches pratiques qui sont déjà publiées. Vous pouvez aller les consulter, c'est des fiches assez courtes qui font 3-4 pages en moyenne de mémoire. Donc les 3 premières qu'on a publiées, c'est les particularités du cloud dans la gestion des crises cyber, les rôles et fonctions de gestion de crise pour les crises d'origine cyber et prévenir les risques cyber d'une supply chain. Donc on évoque tout un tas de choses sur le risque fournisseur d'une manière générale. Je ne vais pas en dire beaucoup plus. Je vous invite plutôt à consulter les fiches. Vous verrez un petit peu le contenu. Voilà. On va passer à la suite. Donc, on a plusieurs travaux en cours de finalisation. Donc, notamment l'adaptation. On s'est dit dans le sous-groupe que beaucoup d'entreprises avaient des PCA, des PRA, donc plan de continuité d'activité, plan de reprise d'activité, qui étaient orientés sur des sinistres assez classiques. On perd un site, il y a la crue de la Seine, il y a une pandémie, la pandémie qui n'arrive jamais. Il y a, comme la crue de la Seine, ça n'arrive jamais. Voilà, je sais pas, on perd un data center, enfin, on peut imaginer tout type de PCA, PRA, on perd une application informatique, on n'a pas de secours, enfin bref. Et on s'est dit qu'il y avait quand même des cas, enfin, les cas des assez récents, les crises cyber récentes, on peut penser au ransomware, au chiffrement, aux exfiltrations de données, à tout un tas de choses,
par leur caractère beaucoup plus systémique, mettaient en danger les organisations de manière beaucoup plus systémique, et que ça pouvait nécessiter une petite adaptation des PCA-PRA existants. Donc, l'objectif de ce petit kit PCA-PRA, qui est plutôt dans les relectures finales, je m'en occupe, et de dire, voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire facilement en amont de la crise, enfin, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place avec des niveaux. C'est le niveau 1, le niveau 0, c'est vous n'avez rien fait, voilà ce qui va se passer. Le niveau 1, il y a des choses minimum à faire, ça serait bien. Niveau 2, niveau 3, etc. Donc, sous forme de niveau, en quoi vous pouvez préparer ces crises d'origine cyber. Et une deuxième partie qui disant le jour J, quelles sont les bonnes pratiques à appliquer. Donc, elle devrait être publiée bientôt, cette fiche. J'espère qu'on y croit. On a 2 autres fiches qui sont en cours de finalisation. La première, c'est une fiche réflexe sur seuil et alerte. Alors, c'est quoi seuil? Donc, vous verrez, alors cette fiche, elle n'est pas publiée, mais j'en dévoile un peu de contexte. On définit ce que c'est qu'un seul, un signal, une alerte et une chaîne d'alerte ou un niveau de mobilisation dans cette fiche-là. Donc, avec des définitions. Voilà, le seuil, c'est une limite que l'on franchit ou un changement d'état qui va généralement déclencher un signal. Et ce signal va déclencher une alerte vis-à-vis d'une situation qui nécessite, alors ça peut être plein de choses, hein, ce qu'on définit après des seuils, ça peut être juste une action en termes de vigilance ou une réaction, urgente ou non, peu importe, voilà, on a différents stades, et c'est l'objectif de cette fiche, d'essayer un peu de structurer ces seuils et ces alertes, de définir les niveaux de mobilisation nécessaires, et on donne plusieurs exemples, des exemples 0-day, des exemples rançongiciel, des exemples DDoS. Par exemple, on peut prendre l'exemple d'une 0-day. Une 0-day, on se dit, bon, bah, c'est une 0-day. C'est quand même un signal qui peut générer des actions. Par exemple, est-ce que, en se posant des questions simples, ok, c'est une 0-day, est-ce que cette 0-day, est-ce que je suis impacté par cette 0-day? Donc déjà, ça nécessite quand même d'avoir une information qu'on a la 0-day. Donc de suivre en tout cas ces vulnérabilités sur ces logiciels. Est-ce que cette 0-day, je suis exposé? Si je suis exposé, de quelle manière? Est-ce que c'est des applications qui sont exposées sur Internet? Est-ce que c'est des applications internes? Ça va forcément générer des niveaux de réaction différents. Prenons un exemple bête, un Log4j, pour tous ceux qui ont traité Log4j. La première question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'on est concerné? Alors tout le monde a dû découvrir qu'on était tous à peu près concernés, donc là ça allait vite. Est-ce qu'on est concerné sur des applications externes? Bah là, le degré d'urgence et le degré de mobilisation va forcément augmenter puisque le risque est plus important. Est-ce qu'on est sur des applications internes? Et dans ce cas-là, on a peut-être un tout petit peu plus de temps pour réagir, etc. etc. Bon, voilà, c'est un exemple, hein, mais un exemple, voilà. Donc cette fiche est quasiment finalisée. On devrait avoir une fiche qui... Allez, elle sera finalisée pour l'été, la date de publication à voir, mais celle-ci, j'espère qu'elle sera finalisée pour l'été. Nous avons 2 autres fiches en cours de construction, la fiche communication, donc, qui est bien avancée elle aussi, mais qui a eu un petit temps d'arrêt là, donc il faut qu'on reprenne. L'objectif de cette fiche communication, alors c'est pas la communication gestion de crise d'une manière générale, hein, parce que là il existe des centaines de guides, dont des très bons guides de l'ANSSI qui expliquent en long et en travers. C'est plutôt, cette fiche vise à répondre à une question plus triviale et moins traitée, qui est quels sont les éléments techniques à préparer en fonction de la taille de l'entreprise pour obtenir une aide adaptée et efficace de la communauté cyber. Donc, voilà une problématique assez sympathique. Et c'est une fiche qui s'adresse moyennement effectivement à des grands groupes, mais là plutôt à des petites entités qui ne sont pas du tout préparées généralement à ce style d'information. Et la dernière fiche qui, elle, est la moins avancée, mais sur laquelle on travaille durement, et j'ai remobilisé un peu tout le monde, c'est en quoi la CTI, dont la Cyber Threat Intelligence, excusez-moi, j'ai laissé l'acronyme pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est-à-dire la connaissance de la menace, peut aider mon organisation lors d'une crise cyber. Exemple tout simple, j'ai subi une attaque cyber, je pense avoir
donc je peux avoir besoin de l'aide de la communauté pour colmater les brèches quelque part. Et même une fois que j'ai colmaté les brèches, que j'ai obtenu, enfin que j'ai rétabli une situation à peu près nominale, excusez-moi, sur mon système d'information, est-ce que je suis sûr qu'il n'y a pas de traces, que l'attaquant n'est toujours pas en place? Quelles traces je peux regarder et comment je peux faire appel à la communauté et à la connaissance de la communauté sur les menaces pour m'assurer d'un certain nombre d'éléments techniques. Je pense que j'en ai fini, sauf s'il y a des questions. Est-ce que c'était bon? J'ai tenu 10 minutes. Ça te va? Et il y a des questions. Comme vous voulez. Moi, je fais comme vous voulez. S'il y a des questions, vous pouvez les écrire dans le chat ou lever la main et j'ouvre votre micro. Je sais que vous ne pouvez pas l'ouvrir tout seul. Si vous avez des questions après, on prendra des questions. Oui, on prendra après. Je suis capable aussi de répondre après. Eh ben, merci beaucoup, Christophe. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait de questions pour le moment. Merci, Christophe. Moi, je peux peut-être aider sur la situation et les moyens. Alors ça m'intéresse parce qu'on est un peu on est pas en retard sur cette fiche-là. Je veux bien de l'aide. On échangera nos coordonnées après. La question, c'est une idée sur la sortie de ces fiches entre les prochaines semaines et, je dirais, octobre-novembre. Allez. En 2025. Ça dépend de quelle fiche on parle. Il y en a qui sont prêtes à sortir. Il y en a qui sont très prêtes, d'autres voilà. Allez, je dirais que les PCA-PRA devraient être finalisés pour fin juin parce que celle-ci vraiment, j'ai vraiment une dernière quelques retouches à faire, mais elle devrait être faite. La fiche Seuil et Alerte est vraiment très très avancée. La fiche communication est très avancée, mais on a eu des changements dans les leaders de fiches, donc ça nous a un peu retardé. Donc faut la reprendre et bien vérifier que tout est bon. La fiche CTI, c'est la moins avancée actuellement. On a pris beaucoup de retard. Je pense qu'on passe à la suite. Oui. On passe au stream entraînement avec Bruno. Donc, je vais commencer aussi par moi. Bruno Estève, je travaille à la direction de la sécurité du groupe Renault, donc sur les aspects gestion de crise et continuité d'activité, quelle que soit la nature et l'origine de la crise. Et puis, moi, alors, je ne suis pas un spécialiste de l'informatique, il y en a beaucoup autour de moi dans ces groupes de travail. Mais voilà, ça permet aussi d'avoir un regard croisé. Je reviendrai un petit peu sur notre groupe. Et là, je représente donc le club de la continuité d'activité. Donc, je pense que tout le monde connaît le club de la continuité d'activité. Donc, on organise un exercice de crise annuel et puis on a 2 groupes de travail, un plus dédié à la gestion de crise et puis un autre dédié à la continuité d'activité avec des réunions de CGT environ une fois par mois. Donc, avant de commencer, je vais peut-être remercier l'ensemble des participants de ce stream parce qu'on est un groupe d'une dizaine de personnes à se réunir 2 fois par mois. C'est le rythme qu'on avait adopté depuis le début de l'année, donc le vendredi après-midi, pour bien finir la semaine. Donc, 1 heure de réunion, alors principalement distancielle. On a fait quelques réunions en mode hybride et puis on a fait une réunion en présentiel. Bon, c'était pas un vendredi, c'était cette semaine, c'était mercredi de mémoire. Donc pour travailler sur un guide qui va pas tarder à sortir et que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc dans ce stream, avant de travailler sur le guide retour d'expérience que je vais un petit peu développer, on a travaillé sur un ensemble de guides finalement qui ont pour vocation d'aider alors aussi plutôt à destination des petites et moyennes entreprises plutôt que les grands groupes qui peuvent avoir des ressources dédiées ou solliciter des partenaires extérieurs pour les accompagner. Donc, on a édité un certain nombre de guides pour aider donc, ces entités à préparer et animer des exercices de crise sur différentes thématiques de crise d'origine cyber. Donc, ce sont des petits guides de 3-4 pages qui précisent un petit peu comment le préparer, comment l'organiser, quel type d'objectif viser, la durée de l'exercice, donc des recommandations un petit peu pratico-pratiques pour organiser au mieux un exercice de crise.
Après avoir travaillé sur ces guides, donc sur la manière de préparer et d'organiser des exercices de crise, on a voulu consacrer un nouveau guide donc, qui est pratiquement finalisé. On espère en tout cas le finaliser avant l'été, donc pour bientôt. Donc ce guide est destiné finalement à travailler sur le retour d'expérience, donc qui est peut-être pas toujours fait après les exercices. Parfois on passe beaucoup de temps à préparer, à animer des exercices, mais peut-être pas suffisamment pour capitaliser. Il nous semblait important donc, de s'attarder sur cette séquence-là. Donc sur ce guide, alors avant de commencer sa rédaction, on a passé déjà plusieurs réunions à débattre entre nous sur, au-delà finalement du retour d'expérience et de l'observation, je vais revenir un petit peu, sur est-ce qu'il fallait évaluer ou pas le dispositif de crise ou la cellule de crise ou les cellules de crise qui participaient à l'exercice. Et entre guillemets, est-ce qu'il fallait essayer d'arriver ou pas à donner un genre de note finalement et on a passé quand même plusieurs réunions à débattre du sujet. Je pense que le sujet n'est pas complètement tranché, mériterait peut-être même une réflexion d'ouvrir peut-être de nouveaux travaux autour de ce sujet-là. En tout cas, la conclusion par rapport au guide, c'est qu'on s'est dit finalement, l'objectif, c'est quand même pas de noter, c'est pas facile à gérer et à manager. Donc, on est resté sur l'observation. On va voir, même si derrière, l'objectif d'un exercice, c'est notamment de contribuer à l'amélioration du dispositif et donc d'identifier des pistes de progrès. Donc, dans le guide, il aura plusieurs parties. Bon, une petite partie introductive qui rappellera l'intérêt et les enjeux d'un retour d'expérience. Alors, un débat aussi que l'on a eu en tout début de travaux sur ce guide, c'était de savoir finalement est-ce que la manière de conduire un retour d'expérience et la méthodologie à utiliser pouvait être la même pour un retour d'expérience dédié à une crise réelle et un retour d'expérience dédié à un exercice de crise. Et finalement, on a conclu que c'est quand même deux approches différentes. Et c'est pour ça que ce guide sera vraiment dédié et orienté retour d'expérience dans le cadre d'un exercice de crise et pas dans le cadre d'une crise réelle où on peut être amené à le conduire et à le mener un peu différemment, peut-être avec des timings un peu différents. Donc ça, je pense que c'est un point important. Donc une fois qu'on aura passé cette partie introductive, après, finalement, on l'aborde le sujet de manière chronologique. C'est de se dire, avant même de parler, de faire le retour d'expérience, il est important de le préparer en amont de l'exercice, notamment déjà en définissant bien quels sont les objectifs de l'exercice et à partir des objectifs de l'exercice, finalement, de pouvoir définir qu'est-ce qu'on va chercher à observer et du coup, sur quelle base on va pouvoir construire le retour d'expérience. Donc, on détaille un petit peu cette séquence-là dans le guide. Ensuite, on est pendant l'exercice. Donc là, on va expliquer un petit peu comment organiser l'observation et puis proposer des organisations notamment entre l'animation et l'observation. Est-ce qu'on peut être animateur-observateur voilà, comment essayer de s'organiser au mieux pour à la fois pouvoir faire des exercices aussi avec des ressources optimisées en termes d'animation et d'observation, mais qui restent malgré tout efficaces. Donc on développe ça. Et en parallèle de la manière de s'organiser pour observer, il faut finalement des supports ou un support pour aider à l'observation. Et donc ça, c'est une partie qui nous a pris beaucoup de temps aussi, finalement en s'appuyant sur un ensemble de méthodes et outils utilisés par l'ensemble des participants au groupe de travail. Donc on a partagé, je pense que ça, c'est aussi un point important, c'est vraiment cette volonté entre tous les participants de partager des méthodes et outils utilisés à titre, dans son organisation. Donc, ce qui a permis quand même d'avoir des échanges très, très riches et intéressants. Et donc, on a travaillé sur une grille d'observation qui va finalement se présenter un petit peu sur un format très synthétique qui sera destiné à pouvoir être imprimé. Dans l'idée, encore quelque chose d'assez pratico-pratique, destiné notamment aux petites et moyennes entreprises. Donc, un document finalement à A4 qui pourra s'imprimer et qui permettra d'avoir une première grille d'observation et
pour pouvoir observer, derrière, on pourra s'appuyer, ou plutôt les utilisateurs du guide pourront s'appuyer sur une annexe et normalement un fichier Excel qui pourra être associé et qui permettra, en fonction du niveau de maturité de l'entité, débutante, intermédiaire ou mature, expérimentée, de pouvoir un petit peu sélectionner les thématiques de manière un peu plus précise qui peuvent être observées dans le cadre de l'exercice. Donc, pour aller un petit peu au-delà de cette première grille qui se veut être très, très synthétique. Donc ça, c'est un travail qu'on a pratiquement finalisé cette semaine et qui est quand même qui était important. Et puis après, une fois qu'on a cette grille, donc qu'on a défini comment on observait, bien derrière, on proposera également un ou deux tableaux ou outils pratico-pratiques aussi pour finalement formaliser le retour d'expérience et pouvoir le partager, le restituer auprès des participants et ou des comités de direction pour que, évidemment, l'exercice puisse servir dans l'amélioration continue des dispositifs de crise. Donc, par rapport à tout ça, donc ce guide, encore une fois, on espère le terminer pour l'été. Après, on verra, il faut qu'il passe en maquettage, validation, donc il sera probablement pas disponible en ligne avant l'été. Ce qu'on proposera, et je ne sais pas si c'est dans le cadre de l'exercice Rempart, en tout cas, on mettra à disposition, même si la grille d'observation ou les outils, on se dit, voilà, on les met à disposition si ça peut être utile et avant même une validation complète, si ça peut apporter un intérêt, en tout cas, on le met à disposition. On s'est dit que probablement nos travaux, on va suspendre un petit peu nos travaux justement dans la période de la rentrée, là, parce qu'un certain nombre des participants au stream sont aussi impliqués dans le cadre de l'exercice Rempart 2025. Donc on va faire une petite pause et puis on redémarrera nos travaux probablement en octobre sur une thématique qu'on n'a encore pas bien définie, mais on va y réfléchir. Et puis on va probablement aussi changer un peu de mode d'animation parce qu'on s'est rendu compte que 1h30 tous les 15 jours, ça revient vite. Et que finalement, en distanciel, et comme malheureusement on ne peut pas systématiquement participer à toutes les réunions, eh bien on perd un petit peu de temps au démarrage, le temps de resynchroniser tout le monde sur les travaux qui se sont faits la quinzaine d'avant. Et on commence à devenir productif, l'heure et demie est pratiquement passée à moitié. Et donc, au vu de l'expérience de cette semaine, on s'est dit qu'on allait plutôt passer sur peut-être une réunion par mois, plutôt de 3 heures, peut-être plutôt en présentiel, ou en tout cas essayer de privilégier le présentiel, parce qu'on s'est rendu compte que ça reste quand même plus efficace, mais on sera sûrement plutôt en mode hybride. Mais finalement, voilà, on voit qu'en se mettant sur le sujet, et une fois qu'on a passé le temps du démarrage, de bien chauffer le diesel, après on est très productif et on va plutôt adapter un mode de fonctionnement de ce type-là, probablement, sur le deuxième semestre. Eh ben super, merci beaucoup, c'était très clair. On peut passer à la suite. Okay. Merci beaucoup. Merci. Merci. Donc oui, je voulais profiter de cette plénière pour pouvoir revenir sur l'exercice massifié Rempart 25, parce que parce que nous, ça nous occupe déjà beaucoup. Ça ne va faire que s'intensifier jusqu'au 18 septembre prochain, date de l'exercice. L'idée, c'était déjà de remettre en perspective le pourquoi de cet exercice, comment ça va se dérouler, sans trop s'attarder non plus, puisqu'il y a déjà masse de littérature, de webinaires en replay, etc., qui sont consultables et je redonnerai les éléments. Et puis aussi de venir sur l'organisation et particulièrement l'organisation dans les régions et comment ça va se passer en Île-de-France, puisque ce sera hébergé au campus cyber parisien pour l'Île-de-France sur l'initiative Rempart, et on en est ravis. Donc, Rempart 25, qu'est-ce que c'est? Déjà, l'idée de départ sur cet exercice, c'était de faire en sorte de pouvoir amener la gestion de crise d'origine cyber à tout type d'organisation, quelle que soit leur taille, leur secteur d'activité, leur niveau de maturité. Donc, voilà, l'idée de départ, c'est de faire en sorte qu'on puisse
acculturer et puis tester les dispositifs de gestion de crise qui préexistent dans l'ensemble des organisations, quel que soit le type d'organisation à l'échelle française. Je dis à l'échelle française, mais on sait qu'on a même des organisations qui sont inscrites d'autres pays. Globalement, Rempart 2025, c'est la 2e édition. Donc pour ceux d'entre vous qui étaient là et qui s'en souviennent, on a eu Rempart 2022. Donc on est sur une dynamique assez homogène par rapport à ce qu'on avait pu jouer en 2022, puisque en 2022, la particularité, c'est que c'était très centré sur la plaque parisienne. Voilà, c'était la première édition. On avait une bonne représentation des différents secteurs et des différentes organisations. Et on avait, comme on va le faire en 2025, 2 types de modalités de participation. La capacité de participer dans son organisation, donc de jouer son propre dispositif de crise dans ses propres locaux et d'être accompagné pour pouvoir faire ça. Et puis, l'opportunité de rejoindre un site d'accueil et de venir rejoindre une cellule fictive et jouer un rôle pour mieux comprendre quels sont les mécanismes qui sous-tendent une crise d'origine cyber et tout ce que ça draine autour. Donc, en 2025, on va reproduire ces 2 capacités de participation, c'est-à-dire qu'on aura toujours soit la possibilité de jouer dans son organisation avec ses propres agents, employés, salariés, et de faire en sorte en fait de tester ses propres capacités, parce que c'est bien ça l'idée, d'avoir des enseignements tangibles sur le dispositif de crise qui existe par ailleurs, ou bien de pouvoir amorcer la mise en place d'un dispositif de gestion de crise s'il ne préexiste pas, en tous les cas sur le plan cyber. Et donc ça, ce sera toujours la modalité 1 qui sera accessible à tout type d'organisation qui souhaiterait s'inscrire dans la démarche, quel que soit son niveau de maturité de départ. Et ça, c'est une question qui nous est souvent posée et qui revient souvent. C'est qu'est-ce qu'il faut que j'ai comme prérequis pour pouvoir m'inscrire à Rempart ? Globalement, pas grand-chose, si ce n'est avoir du temps à minima à consacrer à la préparation de l'exercice et de quelques heures, quelques dizaines d'heures en l'occurrence, mais globalement, je crois qu'on avait fait des estimations à entre 20 et 30 heures au total, webinaire inclus, pour faire en sorte d'être prêt pour le 18 septembre prochain. Donc, première modalité, on participe chez soi. Deuxième modalité, on participe au sein d'un site d'accueil. Et donc, on a la chance, dans chacune des régions de France métropolitaine et sur certains territoires ultramarins, de pouvoir jouer l'exercice Rempart. C'est-à-dire que dans chacune des régions, on a des sites d'accueil qui ont été positionnés de concert avec nos partenaires, avec l'écosystème, avec les campus cyber, avec les associations de professionnels, voilà, avec les différents sites aussi bien souvent, parfois même les préfectures, de faire en sorte de pouvoir comme ça accueillir des personnes qui seraient mandatées par leur organisation, donc qui n'auraient pas la capacité à jouer l'exercice directement chez elles ou qui n'en auraient pas la volonté pour des raisons qui lui sont propres, et donc qui mandateraient 1, 2, 3 personnes pour venir rejoindre une cellule de crise fictive et jouer un exercice de crise le 18 septembre en même temps que l'ensemble des autres organisations participantes. Donc ça m'amène à vous dire que à l'échelle de l'Île-de-France, le site sur lequel on aura la chance de jouer le 18 septembre, c'est le campus cyber parisien, donc le campus là où nous sommes aujourd'hui, et que le GT, le groupe de travail gestion de crise, pour lequel on est là présent aujourd'hui, aura un rôle particulier à jouer dans l'organisation de cet exercice, dans sa mise en œuvre, et qu'on a déjà amorcé un certain nombre d'actions pour faire en sorte que soit au rendez-vous le jour J. Donc, on aura les différents espaces du campus qui seront mis à disposition pour l'exercice. On a le club de la continuité d'activité qui, dès à présent, nous accompagne sur pas mal d'aspects, et notamment sur la revue des différents teintes sectorielles du chronogramme principal.
On a Inclusif également, qui est partie prenante depuis les premiers instants de Rempart déjà 22 et Rempart 25. Et donc, toutes les parties prenantes du groupe de travail vont être amenées, en fonction des capacités, de leur volonté, à s'investir dans l'exercice Rempart, et notamment, ça peut être sous plusieurs formes. On a parlé de relecture de scénario, on a parlé de préparation, on a parlé également des fiches qui pourront être mises à disposition des joueurs le jour J. Et on aura aussi, le 18 septembre, besoin de différents animateurs pour faire en sorte que tout ça se déroule correctement. Donc, les animateurs seront évidemment accompagnés. L'idée étant que le 18 septembre, on puisse sereinement ouvrir l'ensemble des espaces et faire en sorte d'accueillir les joueurs dans de bonnes conditions pour qu'ils repartent avec des enseignements tangibles de qu'est-ce que c'est qu'une crise d'origine cyber, comment faire face, quelles sont les premières notions de continuité d'activité que l'on puisse avoir, et puis globalement, comment j'amorce tout ça à mon échelle et dans mon contexte, en fait, tout simplement. Pour faire tout ça, donc, on a une page sur le site institutionnel de l'ANSSI qui a été créée. On a des webinaires et on a notamment un mini-site d'inscription, puisque les inscriptions sont toujours ouvertes. Elles ont été prolongées, elles sont ouvertes jusqu'au 12 juin, donc jusqu'à la semaine prochaine. On accepte encore des inscriptions. Les webinaires ont commencé. On a un système où on a eu un webinaire de lancement explicatif et on a 4 webinaires de mise en œuvre qui sont positionnés pour pouvoir accompagner tout cet système qui, du coup, s'inscrit dans cette démarche. On a un système de hotline aussi pour faire en sorte que les gens puissent avoir une certaine proximité avec nous et nous poser les questions qui vont bien. Et donc, on aura une hotline qui aura lieu le 13 juin prochain, donc vendredi prochain, et sur laquelle, voilà, si vous n'avez pas les hotlines sont réservées aux entreprises et aux organisations de façon globale qui sont inscrites à Rempart, et notamment qui sont inscrites en modalité 1. On aura l'occasion sur la modalité 2 de le faire un peu différemment, puisqu'on a en face de nous les différents sites d'accueil et les différents délégués régionaux de l'agence de l'ANSSI pour faire en sorte comme ça de diffuser des informations qui vont bien. Mais je vous encourage à vous poser les questions que vous avez là, ici. Je m'attacherai à vous répondre et donc à aller consulter l'ensemble des ressources qui sont déjà mises à disposition et qui vont se poursuivre. Parce que le prochain webinaire de mise en œuvre, donc le webinaire de lancement, c'est le 14 mars, le premier webinaire de mise en œuvre, c'est le 15 mai, et le prochain webinaire de mise en œuvre, ce sera le 19 juin prochain. Donc voilà, n'hésitez pas si vous êtes déjà investi dans ce projet-là, bravo, et voilà, on va poursuivre l'accompagnement jusqu'au 18 septembre. Si vous n'y êtes pas encore et que c'est quelque chose qui vous intéresse, que ce soit au niveau des capacités d'animation ou que ce soit pour jouer directement, eh bien, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Et on aura l'occasion de revenir là-dessus, notamment lors des différents copiles et après par la suite avec l'ensemble des personnes GT au fur et à mesure de l'avancée de Rempart. Alors, s'il y a des questions par rapport à Rempart 25, ça peut être le moment, quelques-unes, ou des questions plus largement par rapport aux travaux du groupe de travail et son organisation. Je m'adresse beaucoup aux personnes à distance, mais ça s'adresse aussi aux personnes qui sont là quand même. Vous êtes là pour ça aussi. Et si des questions vous viennent plus tard, vous pouvez toujours nous recontacter, bien à l'adresse mail des personnes que vous connaissez de la communauté d'intérêt ou à moi directement sur angèle@campuscyber.fr ou communauté@campuscyber.fr. Ça a été dit tout à l'heure par Vincent, merci beaucoup. Tous les livrables sont disponibles sur le wiki du campus, donc wiki.campuscyber. S'il n'y a pas de questions qui se dessinent là, ça signifie que c'est la fin de notre Insider. Donc merci à toutes et à tous pour votre présence. Nous, on va continuer en présentiel parce qu'on a la chance d'accueillir une personne qui nous fait un retour d'expérience sur une crise cyber vécue dans son entreprise. Donc ce retour d'expérience est réservé aux personnes en présentiel pour des questions de confidentialité. C'est pour ça qu'on a choisi de ne partager ça qu'aux personnes inscrites dans
dans le groupe de travail que vous pourrez rejoindre par la suite si vous le souhaitez. Ces communautés d'intérêt sont aussi effectivement un lieu de partage et de retour d'informations entre professionnels de la cybersécurité sur des thématiques différentes. Donc, ce sont tout à fait des lieux d'échange dédiés à ces moments qui sont très précieux. Donc, merci beaucoup, Bonnie, pour ce partage que tu vas nous faire par la suite. Merci à toutes et à tous et très bonne journée.